Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. L'année commence bien avec une interrogation. Impose-t-on trop de rigueur aux citoyens européens ? La question est légitime puisque les comptables du Fonds monétaire international viennent de reconnaître une erreur de calcul. Trop d'austérité assèche la demande, donc l'économie. Mais là-dessus, le silence de tous nos commentateurs a été particulièrement assourdissant. Bonsoir, bonne année, c'est Démos de minuit, vous êtes chez vous, en voici le sommaire. Un poète en colère. Marginal et avant-gardiste, Liao Yiwu a couru les femmes et les chemins avant d'être emprisonné par le régime chinois. Pour avoir écrit Massacre en réaction à la répression de Tiananmen, il a connu l'humiliation et la torture. Dans l'Empire des Ténèbres est le récit de sa détention, 4 ans qui ont changé sa vie et sa vision de l'humanité. Chacun sa route, unis pour faire accepter les différences. Salif et Nantenine Keita sont père et fille et albinos. Malvoyante, la fille du chanteur malien est championne de course à pied et refuse que son célèbre père assiste à ses compétitions. Tandis que Salif Keita publie Talé, un album dansant qui fait bouger les traditions, Nantenine prépare un nouveau défi, le 400 mètres haies. Mémorialiste du règne animal, il est entré dans la tête d'Ourazi, la star des trotteurs récemment disparue. Apprenti jockey devenu chroniqueur hippique et romancier épique, Homérique est aussi l'observateur attentif du peuple des bois et des jardins. Dans D'autres vies que la nôtre, il nous fait partager les tribulations d'une demoiselle mulot ou la parade amoureuse du bouvreuil arlequin. Populaire et exigeant, c'est la définition de l'art selon Didier Bezas, metteur en scène et comédien engagé. Tout le monde a le droit à la beauté, dit celui qui dirige depuis 15 ans le théâtre de la commune d'Aubervilliers et a incarné Clémenceau à la télévision. Que la noce commence est son dernier spectacle en tant que directeur, l'adaptation tragicomique d'un film roumain, une histoire de résistance. Rebelle, sensible, opiniâtre, Démos de minuit, numéro 479. Et musical, bien sûr, et musical. Il n'y a aucune antinomie entre rap et philosophie. La preuve avec Rosset, c'est son 4e album. Il est percutant, il est corrosif. Il s'appelle Guns N' Rosset et on en entendra un extrait tout à l'heure. Bienvenue, c'est Démos de minuit. Je vous ai déjà souhaité une bonne année. On va la commencer avec l'évocation d'une dictature. La dictature, même si le pays décolle, même si le pays est économiquement extrêmement performant, on va parler d'une dictature qui s'appelle la Chine. Et nous avons sur ce plateau, et pour cet incertain regard, un représentant qui a pour nom Liao Yiwu, dont est publié chez François Bourin, éditeur, dans l'Empire des Ténèbres, avec ce bandeau, le livre que Pékin voulait brûler. Liao Yiwu, dans une seconde, on parlera de cette dictature qui rend certains Chinois, ou beaucoup de Chinois, esclaves, puisque vous dites, vous, que c'est une société esclavagiste. C'est par ailleurs une dictature dont le modèle économique est parfaitement libéral, et donc on se console avec la high-tech, faute de démocratie. Mais avant de vous poser des questions et de parler de cette Chine-là, ma première question est celle-ci. 1989, Tiananmen, une répression. En 1989, vous êtes un beatnik. Vous êtes un poète obsédé par son écriture, vous courez les filles, et dans le récit que vous en faites, on peut avoir l'impression
que vous passez à côté de ce grand courant de contestation et que vous allez faire un texte magnifique sur cette contestation qui va s'appeler Le Grand Massacre. Mais en même temps, on a l'impression que vous y arrivez après, par raccro, comme on dit chez nous. Qu'est-ce que vous répondez à ceci, à cette idée que vous êtes arrivé sur le tard à Tiananmen? Quand j'étais jeune, je suis plutôt un anarchiste. J'écris des poèmes. Je recherche une vie des vagabonds. Je fais des amis avec beaucoup de filles. Donc je vis une vie à l'aise. Donc je n'ai jamais pensé à participer à la vie politique. Cependant, l'autre soir, le soir du 4 juin, avec beaucoup de Chinois, j'étais stupéfiant. En rentrant de Pékin, je rentrais à la maison, j'ai entendu du bruit, des tirs. Je n'ai jamais vécu ce genre de massacre hallucinante. Il y a 3000 personnes ont péri dans ce mouvement. 200 000 soldats ont entouré la place Tiananmen. C'est la raison pour laquelle j'écris ce poème qui a changé également ma vie après la publication de ce poème. Alors ça c'est juin 89, on va y venir dans une seconde avec des images de cette révolution, mais qui dit révolution dit aussi révolution culturelle. Dans votre famille et dans votre histoire, il y a une place aussi pour la révolution culturelle de Mao. Quel impact elle a eu dans votre famille, cette révolution culturelle ? La révolution culturelle de Mao Zedong s'est passée à une époque où j'étais très petit, donc je ne connaissais pas grand-chose, mais j'ai vécu personnellement le massacre de Tiananmen qui a changé radicalement ma vie. Je suis devenu un poète, un prisonnier, un criminel. J'ai été emprisonné. Depuis, ma vie a changé complètement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rédigé ce livre. Est-ce que c'est votre père qui vous disait, parce que votre père a été inquiété par les gardes rouges, est-ce que c'est votre père qui vous disait « il faut toujours regarder le loup dans les yeux » ? Oui, c'est exactement ce qu'il me disait, mais je ne le croyais pas. Sauf après ce qui vous est arrivé. Retour sur les événements des 4 et 5 juin 1989 en Chine, place Tiananmen, et il y a eu une image parfaitement symbolique de cette contestation, de ce mouvement contestataire chinois, avec ce jeune homme qui s'est mis devant un char pour l'arrêter, qui l'a arrêté, et dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Image. C'est un inconnu, c'est aussi le Chinois le plus célèbre de la planète. C'est un homme ordinaire portant à la main un sac en plastique, un homme ordinaire accomplissant un geste extraordinaire. Seul face à une colonne de chars, il tente de l'empêcher de progresser. En ce 5 juin 1989, les blindés sécurisent Tiananmen. La veille, plusieurs centaines d'étudiants ont été tués, écrasés par des blindés ou abattus sur cette place. Pourtant, l'homme escalade le char avec une audace effarante. Il veut, semble-t-il, parler au conducteur, le convaincre peut-être de reculer. Le mystère reste entier sur ce qu'il est devenu. Est-il mort? Est-il vivant? Aucune certitude. Selon plusieurs organisations humanitaires, il s'appelait Wang Weiling, avait 19 ans et était ouvrier. Des témoins l'auraient formellement identifié dans une prison quelques jours après les faits. Est-ce que vous avez des nouvelles de cet homme? Vous en savez quoi de ce jeune homme? Il a disparu sur le coup. La disparition, en effet, est un terme très populaire en Chine. Beaucoup de gens ont disparu, entre guillemets, et les policiers nous menaçaient aussi « si tu fais ça, je te fais disparaître ». Donc ceci n'est pas un terme juridique, mais c'est un terme très populaire en Chine. Wang Weiling, ce jeune homme, a fait sa disparition comme ça, mystérieusement. Vous avez écrit, donc, vous prenez conscience, vous êtes un anarchiste, vous êtes un punk à l'époque, vous prenez conscience avec Tiananmen que quelque chose de grave se passe, et là vous devenez résistant,
vous devenez un poète politique et vous écrivez Le Grand Massacre. Dans quelles conditions est-ce que vous écrivez Le Grand Massacre ? À l'époque, j'étais vraiment plongé dans la colère, j'étais également dans une terreur, dans une peur. Je n'ai jamais entendu du bruit de tir. L'image était également très terrifiante. Sous la peur, sous la terreur, j'ai écrit ce poème. Mais je ne pense pas que j'avais participé activement à la politique, jusqu'à ce que le poème soit répandu dans toute la Chine. Sous le manteau... Et il devient un poème le plus répandu en Chine. Sous le manteau, j'imagine. En cachette, enfin, je veux dire, on se le repasse de cette manière-là. Tout à fait. Il a été répandu de manière clandestine. Comme je l'ai enregistré dans une cassette, beaucoup de gens ont copié les cassettes, beaucoup de gens ont recopié les cassettes. Et à ce moment-là, les autorités ont arrêté beaucoup de gens qui ont entendu ces cassettes. Et vous allez aussi être arrêté, vous allez passer 4 ans en prison. Une simple question, est-ce qu'aujourd'hui, 20 ans après, ou plus de 20 ans après, est-ce que ceux qui critiquent le régime sont encore autant surveillés que ce que vous décrivez dans l'Empire des Ténèbres ? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est plus grave, mais ils sont plus isolés parce qu'à l'époque du mouvement Tiananmen, le monde entier a focalisé son attention sur la Chine, alors que 20 ans après, les pays occidentaux font du commerce avec la Chine. Étant donné que l'argent est un sujet que tout le monde discute et l'influence des pays occidentaux s'affaiblit de plus en plus. Par exemple, j'ai un ami, M. Li Lifeng, qui est toujours emprisonné en Chine. Je voudrais qu'on vous écoute, parce que j'ai demandé à Alexandra Lemasson de bien vouloir venir lire un extrait de votre livre, qui est un livre de dénonciation, qui est un livre de résistance, mais qui est aussi et d'abord un bel exemple de littérature venue de Chine. Alexandra Lemasson. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous nous parlez de ce moment où Liao Yiwu a des échos de ce qui se passe à Pékin, puisque lui vit à ce moment-là en province. Cette nuit-là, Nana, Maui et moi étions avec une dizaine d'étudiantes, toutes très bien habillées. Nous avons suivi un groupe qui revenait de la place Tiananmen, et je ne sais pas comment ça s'est fait, nous nous sommes séparés. Là, j'ai vu que l'avenue était noire de casques, comme un fleuve sombre. Puis il y a eu les tirs des fusils et les chars qui se sont rués vers nous. Tout le monde s'est mis à fuir de tous côtés. J'ai couru en direction d'une ruelle, un char était sur le point de me rattraper. J'ai sauté sur le trottoir, je me suis cachée derrière un arbre. Le char a foncé dans un mur qui l'a renversé, puis il a reculé et a tourné comme une toupie en créant un tourbillon. Nana et Maui avaient été écrasées. Elles étaient prises dans le métal des chenilles. Nana n'avait plus de corps, mais sa tête restait accrochée à une chenille et avançait en ballottant comme une poupée en plastique. Maui était coupée en deux à la taille. Je l'ai vue à 1 mètre de moi. Elle avait la bouche grande ouverte, comme celle d'une grenouille. Mais il n'en sortait pas de son. J'ai hurlé de terreur et je me suis retrouvée à l'hôpital, je ne sais pas comment. J'ai été hospitalisée dans 2 hôpitaux successifs. Les médecins disent que je suis malade mentale. Les journaux, la télé, mes amis à l'hôpital, tous disent que ce soir-là, il n'y a pas eu de mort. Au début, j'étais furieuse. Je protestais. Puis je m'y suis habituée. Et finalement, j'ai dû admettre devant tout le monde que ce que j'avais dit était faux. Que je ne voulais plus répandre de fausses rumeurs.
Merci Alexandra. Voilà tel que vous l'écrivez le début de cette horreur que vous allez vivre. Et vous allez donc être condamné à 4 ans de prison et vous allez découvrir l'univers concentrationnaire chinois que vous décrivez dans ce livre. Aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui est le plus important à retenir de cette expérience que vous avez vécue, de ces tortures que vous avez subies, de ces humiliations que vous avez reçues de la part de vos codétenus, avec cette hiérarchie extrêmement précise dans les prisons et cette manière très culinaire de décrire les tortures que l'on fait subir aux prisonniers. Avec le recul aujourd'hui, avec ces livres qui paraissent maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience-là, vous concernant, vous ? Le titre de ce livre est pour 100 et un chants. Une fois, je chantais dans la prison. En effet, c'était interdit de chanter dans la prison. Et je l'ai chanté. Mais j'ai été entendu par un policier qui m'a fait sortir. Il me dit, puisque tu aimes beaucoup chanter, tu vas nous chanter 101 chansons. 101 chansons. Du coup, j'arrêtais pas de chanter et je pouvais pas chanter 101 chansons. J'ai chanté finalement 30 chansons. Et à ce moment-là, il m'a dit, tu veux plus chanter? Mais je lui ai dit, je peux plus parce que j'ai très très mal à la gorge et puisque ça en était. Et à ce moment-là, un groupe de policiers m'a mis par terre et m'a frappé par une matraque et a inséré une matraque dans mon anus. Donc je frissonnais. À ce moment-là, j'ai pensé à une chanson de la Révolution culturelle. Je l'ai chantée à moitié, mais je l'ai chantée quand même à moitié. Mais c'était une expérience très douloureuse. Vous avez tout dit. Vous avez, en 2010-2011, fini par décider de venir vous installer définitivement en Europe, en Allemagne notamment. Vous décidez à ce moment-là aussi de devenir cet écrivain qui est de plus en plus connu. Vous êtes, je cite un autre titre chez Buchet-Chastel, « Quand la terre s'est ouverte sous Sichuan ». Et là, vous faites un travail de journaliste sur le tremblement de terre qui a eu lieu dans cette région et qui est sous-titré « Journal d'une tragédie ». Et là, vous êtes un écrivain de l'événement, un chroniqueur du présent, comme vous dites. Mais entre votre sortie de prison et 2011, cette année où vous vous installez en Allemagne, comment est-ce que vous avez pu subir et vivre dans le régime que vous décrivez? Comment ça se passe ces quelques années avant l'exil? À l'époque, je voulais quand même continuer à vivre en Chine. Je travaillais dans un bar, je faisais d'autres choses, je continuais à écrire et j'ai changé de nom pour écrire. Mais par contre, tous mes livres ont été interdits, censurés, jusqu'à ce que je m'enfuis de la Chine. Mais je pense que j'ai quand même beaucoup d'histoires à raconter, mes histoires en Chine. Je veux les écrire toutes. Je suis une personne qui écrit des histoires. C'est ce que je pensais à l'époque. Jusqu'à ce que l'année d'avant, ils m'ont menacé en me disant que si tu veux publier ton livre, tu risques 10 ans d'emprisonnement. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision de m'enfuir. Parlons de votre écriture, mais avant de parler de votre écriture, je voudrais vous faire écouter Alexandre Solzhenitsyn. Dans un document de 1975, c'est apostrophe, il parle de son dernier livre, Le chêne et le veau, et il explique comment la prison a fait de lui cet écrivain qu'il est devenu. Eh bien, je crois que si je n'avais pas été en prison, je serais devenu peut-être un écrivain en Union soviétique, mais je ne crois pas que j'aurais pu vraiment apprécier, comprendre les tâches que je devais accomplir, ni la situation réelle du pays dans lequel je vivais. Je n'aurais pas, au fond, reçu la trempe indispensable à la force et également au moyen de conspirer pour pouvoir créer
pour pouvoir travailler. Et par conséquent, l'écrivain que vous voyez devant vous, c'est la prison qui l'a fait, cet homme-là. Ces conditions indispensables à la création, dans ces conditions, c'est la prison, c'est le bagne qui me les ont données. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? C'est ce que vous vouliez entendre? Comment est-ce que vous faites écho à ce que dit Solzhenitsyn, à savoir que c'est la prison qui l'a fait écrire ce qu'il a écrit, étant entendu que vous, vos écrits ont été saisis plusieurs fois par la police, et ce n'est que quand vous êtes passé à l'ordinateur, donc quand vous avez pu faire des sauvegardes, que vous n'avez pas été obligé systématiquement de réinventer votre récit, pas de réinventer, de réécrire, mais de réinventer votre récit. Il s'agit de Solzhenitsyn, qui était un écrivain que j'admire beaucoup, et aussi un de mes confrères. Mais je pense que lui, il est plus chanceux que moi. Étant donné qu'à l'époque, l'Empire soviétique était très puissant et les mondes occidentaux devaient mobiliser toutes leurs forces pour lutter contre cet empire. Et en plus, il s'agit d'une époque de la guerre froide. Alors qu'aujourd'hui, les pays occidentaux se sont enfaiblis sous la force économique de la Chine. Ils ont oublié des crimes. Et ces pays occidentaux ne font que faire du commerce avec la Chine en oubliant les dissidents. Donc je pense que ma situation est en quelque sorte pire que ces écrivains russes. Par rapport à ce que vous dites de cette espèce d'aveuglement économique de l'Occident dans son commerce avec la Chine, son commerce à tous les sens du terme, je voudrais vous montrer un moment, peut-être, mais c'est une manière de vous répondre en vous taquinant par rapport à ce que vous venez de dire, peut-être un moment de bonne conscience de l'Occident, puisque en octobre 2010, le prix Nobel de la paix est attribué à Liu Xiaobo, intellectuel et dissident chinois. Mais regardez dans quelles conditions. Ce sont les dernières images de Liu Xiaobo libre. Quelques semaines plus tard, il sera arrêté. Pékin lui reproche d'être le co-auteur de la charte 2008 pour les droits de l'homme en Chine. Liu Xiaobo est alors condamné à 11 ans de prison pour subversion. Pour lui, tout a commencé par les grands rassemblements étudiants de Tiananmen en 1989. 1 an et demi de prison plus tard, il devient l'un des porte-paroles de la dissidence chinoise. Le gouvernement chinois n'a jamais tenu ses promesses. La liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté de réunion sont dans notre constitution. Mais dans la réalité, elles n'existent pas. Ce prix Nobel de la paix attire donc l'attention sur un pays où les atteintes aux droits de l'homme sont nombreuses. Le gouvernement chinois, lui, parle de provocation. Le ministère des Affaires étrangères de Chine estime que couronner Liu Xiaobo va contre les principes mêmes du prix Nobel de la paix et constitue une obscénité. Commentaire sur votre ami, le dissident Liu Xiaobo. Liu Xiaobo représente en effet la poursuite de la démocratie, de la liberté d'un intellectuel chinois. Mais en dehors de Liu Xiaobo, il y a aussi une Chine clandestine. Liu Xiaobo était juste un représentant de tous ces gens-là. Moi, j'étais en contact avec beaucoup d'intellectuels de cette Chine clandestine. Il y a plein de choses que les pays occidentaux ne voient pas. Quand je suis venu en France et en Suède, je vois un paysage tout à fait différent. Par exemple, les Chinois aiment beaucoup les produits français. Ils sont rués vers la galerie Lafayette. Et il y a un film qui s'appelait Envahi par les Chinois, je pense en quelque sorte. Un film de Jean-Yann. Et les Chinois consomment énormément de vin français. Il n'empêche, et c'est tout votre propos, c'est de dire que la Chine reste une dictature, que l'économie est complètement débridée en Chine. Je lisais récemment qu'il y a une dizaine de jours, Pékin
était sans doute, et ses 20 millions d'habitants, était sans doute la ville la plus polluée du monde, avec cette ville qui est dans une cuvette, avec les centrales au charbon qui entourent Pékin, plus les voitures occidentales. Xiaobo a reçu son prix Nobel, enfin une chaise vide a reçu symboliquement, on se souvient des images, le prix Nobel. Il y a un prix Nobel de littérature qui s'appelle Moyan aussi, qui a reçu un prix Nobel de littérature, qui est un écrivain chinois, qui est comme vous un écrivain chinois. Pourtant, vous avez une position très critique par rapport à Moyan qu'on voit sur ces images. Pourquoi est-ce que vous critiquez cet autre écrivain ? Parce que moi, je continue à décrire la Chine de ma manière. Je pense que dans le domaine économique, la Chine est en train d'envahir les pays occidentaux. De manière culturelle aussi. J'étais en Suède, j'ai vu un tout autre paysage. Par exemple, beaucoup de gens qui s'habillent à la chinoise, qui chantent les chansons chinoises, comme si c'était une autre victoire de la Chine. Moyan a également fait une intervention en disant que la censure chinoise était comme une contre de sécurité à l'aéroport. Je pense qu'il s'agit d'un défi sur les valeurs universelles. Et Moyan disait également que dans les prisons chinoises, il n'y avait pas d'écrivains. Les écrivains emprisonnés, c'était parce qu'ils ont commis des vols. Mais tout cela a été accepté par le comité du prix Nobel. Je pense que de là, je crois que les pays occidentaux sont en recul alors que la Chine avance. On a compris tout le sens de votre propos. Il y a sur cette table ce qui est une flûte, et cette flûte a été très importante puisque la musique, quand vous étiez en prison, vous avez appris auprès d'un, je crois que c'est un bonze, ou en tout cas un savant, en tout cas, qui vous a appris la musique en prison, et vous avez appris à jouer de la flûte, et vous dites que ça vous a permis de supporter l'inhumanité qui vous était infligée. Est-ce que vous pourriez nous donner, à la fin de cette conversation, quelques morceaux de cette flûte, quelques notes? Merci beaucoup Liao Yiwu, merci d'être venu sur ce plateau à des mots de minuit. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle « Dans l'Empire des Ténèbres », c'est chez François Bourin, éditeur, et ça dit tout de votre situation de poète, de votre situation de poète dissident dans une Chine qui reste, c'est en tout cas l'essentiel de votre propos ici ce soir, qui reste cette dictature. Musique, on continue avec le rappeur Rossé, qui est de retour avec son 4e album, ça s'appelle Guns N' Roses. Écho lucide d'une réalité abrupte, dit-il. On va en entendre un premier extrait. Ça s'appelle Assis sur la Lune. Vous êtes accompagné par le DJ Cars. Rossé. Si je suis pas là, je suis pas loin. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune, assis sur la lune, assis sur la lune.
J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune, assis sur la lune, assis sur la lune. Adolescent, si t'as pas de quartier, tu deviens fou. Tu deviens fou car la première question des autres est tu viens d'où? Tu viens d'où? J'ai roulé ma bosse dans les creux des villes sans voir les projectiles. Car la lune m'a donné la main et protégé des loups, des tigres. J'ai des textes loin comme d'autres essais. Le flow me berce, les mots me servent. J'ai pris des miettes, des grains, des restes. J'en fais du bruit, du son, du rêve. Dans ma cervelle c'est électrique, l'ambiance n'a jamais tamisé. Des textes écrits il y a 10 piges, la feuille n'a pas cicatrisé. J'ai une planète dans la tête, je vis ici en dilettante et je repars en retard. Les gens peuvent voir qu'il peut beaucoup pleuvoir dans nos regards. Mais que fait la police quand la terre fait tourner la lune? Si la terre s'est mariée au vice, c'est parce que le vice fait la une. Les meilleures choses sont dans les rêves, je les emporte quand je divague. Je détiens sur cette terre-ci, la douane laisse passer mon récital. Garder ses rêves et les brandir avant la chute. Parce que j'ai accepté de grandir mais pas de rouiller en adulte. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune, sur la lune. Baissez le store, la lune m'appelle, je suis en coloc avec Pierrot. On est fly, sous pesanteur, la voie lactée sert de déco. Le monde autour de tes s'efface, ça donne le vertige mais c'est rien. On a un petit peu plus d'espace, on a un peu moins de terrien. Je verrai plus vos gueules de rapaces, mais non mais je taquine. Par contre dis aux MC qui veulent ma place que je fais payer le parking. La lune appelle les esprits solitaires, pas les grandes gueules. Elle parle à beaucoup parce que je suis pas le seul à être seul devant son abîme, devant sa vraie nature. En vrai on tremble, même les plus courageux s'associent, disent on est ensemble. À l'école j'avais l'imagination silice. Je transformais mon heure de colle en heure de glisse. Mon but est de changer le monde, pas d'en demander ma carte, mon adhésion. Y a trop de réponses que je veux pas voir mais qui s'entassent dans ma raison. Garder les rêves et les brandir avant la chute. Parce que j'ai accepté de grandir mais pas de rouiller en adulte. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune, assis sur la lune, assis sur la lune. J'irai m'asseoir sur la lune parce qu'il y a rien à faire de mieux. Si je suis pas là, je suis pas loin, je suis assis sur la lune. J'ai donné l'innocence mais j'ai gardé les étoiles dans les yeux. Je suis assis sur la lune, assis sur la lune. Merci Rosset. On vous retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure, on aura également un mot à mot avec Homérique et tous nos conseils de lecture, de sortie dans notre rubrique Sortie de secours. Mais on continue avec cette conversation. Autour de cette table, il y a Homérique, écrivain, chroniqueur épique, qui publie D'autres vies que la nôtre. C'est aux éditions Grasset. À vos côtés, Didier Bezas, metteur en scène, homme de théâtre, actuellement metteur en scène au Théâtre des Gémeaux à Sceaux, pour Que la noce commence, qui a été créé à Aubervilliers, théâtre dont vous allez quitter la direction à la fin de l'année. Hein, oui, c'est ça. Ouais. En face de vous, messieurs, il y a deux Keïta, deux rois et reines des rois et reines. Donc c'est ça un Keïta, c'est ça que ça veut dire. Il y a le chanteur et l'un de ses enfants, sa première fille, qui s'appelle Nantenin. Nantenin Keïta. L'un est chanteur avec une nouvelle actualité. Une nouvelle actualité musicale, et l'autre est athlète, et vous allez notamment le 400 mètres haies, et je disais que comme vous êtes malvoyante, vous travaillez le 400 mètres haies, dans 400 mètres haies, il y a 400 mètres et il y a haies, et passer des haies quand on ne voit pas, évidemment, rien n'est évident, mais à vous, rien n'est impossible. On parlera de ça tout à l'heure. On va commencer avec vous, Homérique, et je voulais, puisque vous êtes écrivain, je voulais vous lire, et puis puis engager la conversation sur une idée que vous développez ici. Tifel avait accroché mon cœur. J'avais un besoin vital d'être auprès d'elle, nous deux seuls, protégés du monde, au cœur du silence, pareils à deux amoureux enlacés à l'écoute de leur respiration, dans l'attente du premier tri timide roucoulé vers le bleu, encore nuit de l'aube.
Avant tous, chaque matin, je glissais dans la cour déserte et glacée jusqu'à sa porte, tirais doucement les loquets et me faufilais à l'intérieur, maintenant sans allumer la lumière. J'attendais un instant de trouver sa silhouette au sol, deviner la position de sa tête. Je savais qu'elle me voyait, debout sur le seuil dans l'encoignure, reniflant les chaudes et pleines odeurs de sa nuit, méli-mélo de sable, de foin, de paille blonde, de crottins avoinés et d'une indicible senteur d'armoire où auraient reposé des vêtements pour l'hiver. La température était idéale, je ne tremblais plus, pouvais ôter mon blouson. Doucement, j'approchais mes mains devant, à tâtons, et dès que mes doigts touchaient sa robe, mon cœur sursautait. Je n'avais plus qu'à suivre son encolure, son épaule, la disposition de ses membres. Alors, je me coulais dans la corbeille de son corps, embrassais son ventre, le caressais et lui murmurais des mots doux. Elle ne disait rien, pas un son, pas un souffle, et se laissait ainsi caresser et embrasser. À peine distinguais-je le jeu de ses oreilles dans la pénombre, elle pivotait au murmure de ma voix. Et c'est vous qui écrivez ça, hein? Oui. Le dictionnaire amoureux du cheval, c'est chez Plomb. Et en écho d'autres vies que la nôtre, Libération, Grasset, puisque c'est une série de chroniques que vous avez écrites en 2011 dans Libération, qui sont ici préfacées par Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay dit la chose suivante, elle dit de vous que vous êtes un marginal qui sait entretenir avec les animaux une relation intime et libertaire qui décidément ne ressemble à aucune autre et qui réconcilie la lecture avec les tressaillements de la vie. Voilà habillé pour 17 générations et 3 hivers. Mais au-delà de ça, dans toute votre œuvre, que ce soit des romans, ou comme Le Loup mongol, ou comme Lady Love, il y a quelque chose sur lequel je ne percutais pas forcément, c'est cette relation amoureuse avec les animaux. Alors elle est vraie avec les petits animaux que vous voyez dans un bled de l'Oise, mais elle est surtout vraie dans les écuries et avec le cheval. Il y a une relation libidinale entre l'homme et l'animal. Et surtout celui-là, cet animal-là, à grandes oreilles. Oui, ça remonte à l'enfance. Ça remonte peut-être à l'absence d'un père, puisque le cheval est un peu le succédané du père. En tout cas, c'est l'image du père. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a un côté un petit peu asocial chez moi. Elisabeth de Fontenay dit marginal. On est marginal parce qu'on ne va pas dans le cours du ruisseau. Et je sais qu'avec les animaux, déjà, ils ne vous contredisent pas trop. Donc c'est plutôt... C'est méchant pour eux. Ça dépend, parce que ça ne se passe tous faire, bien entendu. Mais il faut être humble vis-à-vis d'eux. Il faut savoir être discret, il faut savoir se contenter de la contemplation, très souvent, même fugitive. Et ça porte à la poésie. Et donc, comme j'aime les choses douces, j'aime la dimension du rêve, je suis gâté avec eux. Ce qui n'est pas le cas avec les hommes. Quand vous dites qu'un cheval, qu'un animal ne contrarie pas forcément, dans le documentaire que vous avez fait sur Ourasi, on voit un moment Ourasi dérangé par les photographes, ce cheval génial de la course, dérangé par les photographes, et qui tire et qui envoie son lad balader à des mètres. Hein, donc il y a une réaction quand même. Hein. Oui, parce que il y a du caractère. C'était un lion, Ourasi. C'était quelqu'un, justement, on parle d'une personne, enfin là, d'un animal associable. Il ne supporte pas trop de monde autour de lui. Et il est très puissant. Je me souviens très bien que son lad part dans les airs. Il tire sur la longe et c'est un fétu de paille, son lad. Et c'est un lion, c'est un véritable lion, beaucoup de caractère. Il doit ce caractère-là à celle qui l'a élevé, qui s'appelait Rachel Tessier, qui est une femme. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait le fainéant ? Parce qu'il avait un côté très lymphatique en course, qu'il ne stressait absolument pas. Vous savez que les chevaux, Antonin pourra en parler, quand on est un champion, un compétiteur, on a souvent un acteur aussi, à le tract. Donc souvent, ils le font leur petit crottin sur la piste. Ça leur travaille au niveau des intestins, ils se libèrent. Ourasi, pas du tout. Lui, il avait la tête dans le seau, comme on dit, les naseaux au ras du mâche-fer, et il n'était absolument pas stressé. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait d'une façon minimale, alors que ce minima-là, c'était déjà le maximum pour ses adversaires. Donc, il prenait la compétition comme un jeu, c'était un ludique. Nantenin, vous êtes interrogé sur l'idée de la compétition. Est-ce que vous l'entendez comme ça aussi, ce qu'on dit de ce compétiteur cheval? Est-ce que vous, sur la piste, vous avez cette même tension, cette même appréhension? Complètement. Là, c'est sûr que
Pour certains, ça les galvanise. Moi, je sais qu'avoir un peu de pression avant, une fois qu'on rentre sur la piste, après, on est galvanisé et du coup, les sens et les envies sont décuplés. Donc, c'est du bon, le stress et la pression avant. Comment vous faites pour vous isoler quand vous êtes sur la piste? Vous avez J'ai ma musique sur les oreilles. Et vous écoutez quoi? Entre autres, du Salif Keita. Et puis des musiques, souvent, ça dépend du moment en fait. Quand la course approche de plus en plus, c'est vrai que j'écoute plus la voix de mon père parce que je trouve qu'elle est rassurante. Mais avant, ça va être des musiques très dynamiques et qui vont vraiment me mettre l'envie de gagner. Voilà, c'est ça. En même temps, tout à l'heure, Sophie Joubert, dans le sommaire, disait que vous n'aimiez pas trop que votre père vienne vous voir affronter l'exploit. Oui, parce que j'aime pas décevoir les gens qui me sont chers. Et du coup, je préfère qu'on fête ça après et qu'on ne fête rien s'il n'y a rien à fêter. Voilà. C'est plus dans le but de ne pas décevoir, en fait, que je préfère qu'ils ne viennent pas. Oméric, vous avez été chroniqueur hippique à Libération pendant quelques années. Et je crois que je vous ai lu une fois, où vous m'avez confié ça un jour, enfin, je me souviens de ça, c'est cette idée que quand vous arrivez à Libé, vous arrivez dans l'anticapitalisme pur et dur, et donc voilà un chroniqueur hippique qui a gagné une partie de sa vie en pariant, hein, c'est ce que... Oui, j'ai eu une époque où j'ai vécu un petit peu des courses. Vous avez vécu de vos gains, donc vous racontez que tout le monde dit, ouais, bon... course hippique, etc. Et en même temps, vous dites que quand vous avez réussi à donner des résultats gagnants sur quelques courses... J'ai eu beaucoup de chance, oui. Et vous avez eu à Libé beaucoup de journalistes qui se sont mis à jouer. Oui, c'est ça. C'est extraordinaire. Au début, on me regardait de loin parce que j'arrivais avec un petit cabas, mes livres, parce que ça demande beaucoup d'études. Et j'étais le personnage qui allait soutirer l'argent du peuple. Et bien entendu, quand mes résultats ont été bons, on venait en catimini me demander « Qu'est-ce que tu vois dimanche et comment on fait pour jouer ?» Et bien entendu, là, ma période de chance est tombée d'un coup. C'est-à-dire que tous les journalistes de Libé ont été au PMU et ont perdu leurs sous, leurs maigres sous. Comme quoi. Bon, voilà pour l'anecdote. Revenons à Ourasi. On regarde un extrait du film que vous avez réalisé avec Jackie Bastide, l'un des meilleurs trotteurs de l'histoire. Le meilleur trotteur, pardon. Donc 4 prix d'Amérique à Vincennes, sur 4 sur 5 ans, donc très espacé, un record. Regardons Ourasi. J'ai sondé les ors et les bronzes de son regard. Lui contemplait la course des nuages qui, là-bas, silencieux et lointains, glissaient. Entouré par l'hystérie collective des hommes, ou seul dans son box, Ourasi restait ainsi, captivé par les cieux, étrange, singulier, inaccessible. Ce cheval n'a jamais rien fait comme les autres. Son charisme a fasciné des millions de personnes. Ses battues d'hippogriffes ont enrichi quelques hommes, en ont ruiné d'autres. Lui a-t-on demandé, ne serait-ce qu'une fois, quels étaient ses désirs, ses espérances? Je ne crois pas. Jusqu'au jour où, en sa retraite du haras de Gruchy, j'ai vu sa pupille frémir vers un homme, mon double. Moi qui, adolescent, avais fait le même métier, l'AD. Ce confident s'appelle Olivier Barbanchon. Fort et trapu comme Ourasi, il a lui aussi un caractère bien trempé, mais ensemble, ces deux-là ont des attentions de tourtereaux. Oui. Quelle relation, hein? Alors, il se trouve que Ourasi est mort il y a 15 jours. Est-ce qu'il a été enterré avec des fers neufs, comme le voudrait une certaine tradition? Non, je ne pense pas. J'ai un de ces fers à la maison. Oui, parce que pour trotter dans le ciel, c'est mieux. Je sais qu'il est enterré au haras de Gruchy, où sa place était prise entre deux pommiers, déjà, qu'on avait laissé pousser. Oui, il aurait fallu, mais c'est un trotteur avec des allures naturelles qui n'a pas besoin de fer. Vaut mieux être nu face à la mort, de toute façon.
Est-ce que Tifel, dont je parlais tout à l'heure, qui est le premier cheval dont vous êtes occupé à 14 ans, Mon premier amour. C'est votre premier amour. Elle est morte aussi. Hein. Oui, bien entendu. Oui, bien un cheval, ça meurt en général à 25 ans. Hein, c'est à peu près ça. On a tendance, comme pour les humains, à gagner un petit peu en âge. C'est plus vers la trentaine, disons 28, et 29. Ourasi avait 32. Il allait avoir 33 ans le 7 avril. Oui. Regardez, au meilleur de son exploit, Ourasi, c'est en 86. Elle est drivée par Jean-René Goujon. Et c'est Pierrette Bresse qui commente. Plus de 200 mètres. La course est maintenant bien lancée. Ourasi trotte très librement et dépasse Calidevry et Noblatou qui sont en tête. Il n'a pas encore passé la vitesse supérieure et pourtant, regardez quelle action. Derrière lui, Noblatou, Montourbillon, Micron Hanover, Calidevry sprint pour se disputer les places. Jean-René Goujon, qui sent la course gagnée, veut enlever avec panache son 6e prix d'Amérique. Il libère enfin toute l'énergie d'Ourasi qui n'attendait que cela pour laisser sur place le peloton. Deuxième, Montourbillon, une valeur sûre qui n'a pas démérité. Troisième, eh bien, c'est une surprise, l'Italien Micron Hanover. Quant au champion du monde, Lutin Disini, âgé de 9 ans, eh bien, il s'est incliné devant la supériorité d'Ourasi, 6 ans, la nouvelle star de Vincennes. Magnifiquement drivé, il faut bien le dire, par le pape. Et oui, c'est le surnom que le public a donné avec respect à Jean-René Goujon pour lui témoigner son admiration tout au long de ses 45 ans de carrière. Vous qui avez fréquenté ce milieu, vous dites aussi, vous expliquez aussi que dans Lady Love, par exemple, votre roman publié chez Grasset, vous dites aussi que il y a une difficulté entre ces hommes, le lad, le jockey, le propriétaire, etc. Le relationnel n'est pas évident. Donc on peut comprendre qu'on aime mieux les chevaux que les hommes. Enfin, quand on a 14 ans et qu'on arrive dans un milieu extrêmement dur. Oui, et puis j'ai beaucoup plus de sympathie pour le lad, qui est la personne dans l'ombre. Je vais vous dire, si le lad n'est pas bien, s'il n'a pas une relation très forte avec son animal, il peut très bien gâcher la carrière d'un cheval. C'est très très important. Les mains d'un lad, la douceur, les mots font qu'il sera bien dans sa tête et dans son corps et qu'il va donner le meilleur, qu'il pourra aussi être en état d'abnégation vis-à-vis de la compétition. Alors, j'ai deux questions pour nous amener à d'autres vies que la nôtre. Première question, comment est-ce que vous devenez écrivain ? Dans les repères littéraires que je trouve chez vous, il y a Calafert, il y a Cormac McCarthy, Carson McCullers, j'ai Maupassant, Zola, Mandelstam, Virgile Giorgiou. Enfin, donc ça fait quand même une benne palanquée, comme on dit. Et puis assez varié. Qu'est-ce qui fait que vous êtes jockey, vous faites, je ne sais plus, une trentaine de courses, je crois, hein, vous arrêtez et vous faites de la chronique, puis vous faites du roman. Oui, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'étant jeune, j'ai la chance d'avoir un papa qui est assez cultivé, qui aime la lecture, qui rêve d'écrire aussi, qui aurait publié sous un pseudonyme. Et puis, je lis beaucoup étant jeune, c'est-à-dire, je pense que... Il avait une DS-21, c'est ça ? Pardon ? Il avait une DS-21. Absolument, une DS-21, et il fumait des cigarettes. Et je lis beaucoup, donc étant jeune, je pense être le seul apprenti à lire, non pas seulement Course et Élevage ou d'autres journaux sur la chose hippique, mais Faulkner, par exemple, la nuit avec ma petite lampe pour ne pas réveiller les autres. Donc des courts chapitres, parce que je ne peux pas aller très loin, on se lève à 4 h du matin. Mais en fait, si j'écris, je lis Baudelaire, je lis Rimbaud, j'écris des poèmes que je pique à Hugo et à Verlaine et à tous les grands. Et surtout, c'est grâce à Ourasi, parce que lorsque je deviens chroniqueur épique à Libération, j'écris des chroniques, et puis des éditeurs me remarquent, me font des propositions que je refuse. Je leur dis que j'ai déjà du mal à être journaliste, je ne m'imagine pas écrivain. Et Ourasi arrive, je fais une enquête pour Rolling Stone à l'époque, et je m'aperçois qu'il y a matière à écrire sa biographie. Et ça me rassure parce qu'il y a une base journalistique. Donc c'est à Ourasi que je dois de devenir écrivain par la suite. Ceci, par exemple, hein, dans votre empathie pour les animaux, donc vous habitez un village de l'Oise et vous observez autour de vous, dans des moments qui sont des moments de semi-retraite par rapport à une vie dans les Cévennes et vraiment un très, très beau contact avec la nature. Donc il y a Rosette la pisseuse, c'est une grenouille, je crois. Hein, oui. C'est une grenouille. Il y a Shams, votre chat, que vous découvrez au même endroit. Et Shams, que vous appelez, si ma mémoire est bonne, votre tigre d'amour. Oui, ou le greffier, mais c'est le tigre d'amour, c'est avant tout. Et alors, il y a Doronardo aussi, et
Vous écrivez ceci: quelques semaines plus tard, les renardeaux me donnèrent de leurs nouvelles. L'un d'eux semblait jappé dans son attitude muette, les yeux clos, étendus sur le flanc, roux, blanc, des liserés noirs disposés là où c'était le plus beau à voir. Pas une blessure, beau comme un sous-neuf, mais pourtant mort. Bord de route, panache sentant l'odeur des maïs, son frère, lui, avait figure de bacon. Enfin, dernier acte, alors que je quittais les lieux par une nuit brumeuse, dans le jaune de mes phares, en plein tournant, la mère et le fils, flanc contre flanc, deux lames de feu soudées, la babine souriante de leurs mauvais coups, bondirent 2 mètres devant mes roues et se jetèrent dans l'opaque du fossé en aveugles. Fous, insensés, flamboyants, brûlés d'une vie qui ne leur laissait guère le temps de la savourer, ainsi qu'on déguste au coin du terrier un poulet rôti, poulet dont vous leur donniez les restes pour éviter qu'ils soient butés par les chasseurs. C'est incroyable cet amour, hein. Il faut les protéger. Je suis très ému de voir leur vie qui est très compliquée. Ils survivent, en fin de compte. Ils ont de moins en moins d'espace. Et déjà, ils me renvoient une image de la mienne où c'est une période qui était très difficile pour moi parce que je n'écrivais plus. Ourazi m'a fait devenir écrivain, mais les animaux m'ont redonné le goût de l'écriture, l'observation. Ils ont besoin de se reproduire, de se nourrir, de se reproduire, et après, ils peuvent mourir. Donc, je suis très ému. C'est un écrivain allemand qui disait « Il suffit d'observer les toutes petites créatures pour s'apercevoir que c'est un monde immense. » Et c'est vrai. La plus petite bête, la fourmi, les insectes ont une vie extraordinaire. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. J'ai amené un objet. En fait, j'ai 2 objets. Un objet qui en contient un autre. C'est une petite boîte. Je vais vous la poser sur la table, je vais sortir l'objet à l'intérieur. C'est une petite boîte que j'ai achetée de retour de Mongolie, la première fois où j'étais en Mongolie. Ah, c'est vrai que vous allez souvent à Oulan-Bator. Oui, parce que mon premier roman m'a été inspiré par la Mongolie, par Gengis Khan. Et les Mongols m'ont été d'une aide précieuse. Et j'avais peur de ne pas arriver à écrire ce roman, où j'avais beaucoup d'ambition. Et je voulais garder l'âme de Gengis Khan avec moi. Donc j'ai acheté avec des togriks, qui est la monnaie mongole, à Moscou, cette petite boîte qui représente un jeune cavalier, un jeune prince monté sur une mule blanche. Donc, ce n'est pas un pur sang. Mais c'est une boîte qui m'inspire quand j'écris. Elle est sur mon bureau. Et à l'intérieur, c'est une petite médaille qu'on m'a donnée il y a 3 mois à l'ambassade de Mongolie en France, à Boulogne, qui est la médaille de l'amitié, qui est une médaille honorifique qui me fait très plaisir parce qu'au peuple mongol, je lui dois énormément. Elle est belle, hein? Oui, elle est le bleu comme Tengri étant le ciel, et l'étoile presque moscovite, le grand frère russe d'avant la démocratie. Et j'ai beaucoup d'amis à Oulan-Bator, j'ai des amis français, des amis mongols. C'est ma 2e patrie. Je voudrais vous montrer l'image d'un animal, c'est un serval. Et je vais du coup poser une question. D'abord, demander à Salif Keïta ce qu'il a entendu de ce qu'a dit homérique. Et regardez, le serval, c'est un félin africain de taille moyenne. Je lis le dictionnaire. Il descend du même ancêtre que le lion. L'opération française au Mali porte le nom de cet animal proche du chat doré africain et du caracal. Apparemment, cet animal c'est en tout cas ce que dit la presse algérienne, a la réputation d'être capable de pisser 30 fois en 1 heure pour marquer son territoire. Alors, est-ce qu'il y a une question de territoire à marquer au Mali? Peut-être, hein, mais bon. Cela dit, Salif Keïta, première question. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit l'amoureux du cheval, et pas seulement, qui est en face de vous? Et puis, ensuite, un mot sur cette opération qu'a déclenchée la France au Mali il y a 2 semaines maintenant. Non, mais quand j'ai regardé le film tout de suite, j'ai senti une complicité entre le propriétaire du cheval et le cheval. Beaucoup d'amour, c'est très fort. C'est très fort. Et vraiment, ça ne peut pas passer inaperçu. Et c'est une preuve d'amour. Hein. Et je ne savais pas qu'il était jockey et que vraiment il était qu'il était un écrivain, qu'il écrivait sur les animaux. Ça m'a beaucoup frappé. Oui, il a pesé 35 kilos à une époque. Hein. Ah, oui, absolument, oui. Et sur le serval, un mot. Sur le serval, c'est vrai que le serval, moi, je crois qu'ils ont fait allusion au territoire du Mali.
Parce que quand même, le nord du Mali, c'est vaste, hein, très vaste. Et pour vaquer, pour suivre les gens sur cette superficie, c'est pas évident. Hein. On voit que cette opération cette opération est compliquée, mais vous l'approuvez. Hein. Dans les premiers jours, vous avez dit merci François Hollande. Mais vraiment, on n'attendait que ça, quoi. On attendait vraiment ça. Et ça nous a... Bon, on a peur aussi pour les risques que la France a pris pour la vie des otages, l'inquiétude que nous partageons. Mais en même temps, nous sommes très contents que ça se passe comme ça. C'est vrai que vous, alors que votre fille vit à Paris, vous vivez au Mali. Didier Bozas, je me disais que dans votre vocabulaire, il y avait beaucoup de gros mots. Dans mon vocabulaire? Oui, je trouvais, alors comme gros mots, j'ai trouvé militant, j'ai trouvé banlieue, j'ai trouvé peuple, j'ai trouvé autogestion, j'ai trouvé ouvrier et j'ai trouvé résistant. Oui. Populaire aussi. Oui, par exemple. Bah oui, c'est une mauvaise éducation. Et alors, depuis le départ, éducation, depuis 70, ça tient, quoi. Oui, ça tient, ça change un peu de manière de l'éprouver, ou de manière de le revendiquer, mais effectivement, là, enfin, ma sympathie ou ma sympathique solidarité avec le peuple tient, oui. Parce que vous dites le théâtre, c'est fait pour raconter des histoires au peuple. Et je me dis, c'est quand même formidable pour oser encore ça aujourd'hui. Alors vous n'êtes pas le seul, évidemment, mais c'est quand même une ambition incroyable. C'est presque une utopie encore. Enfin, c'est une utopie, non, je ne sais pas. Je pense que c'est partagé par pas mal de créateurs en général, ceux qui chantent, ceux qui peignent, ceux qui écrivent aussi. J'entendais votre invité dire « je raconte des histoires ». Je crois que le théâtre est né du peuple. Il est né du peuple et donc il y retourne assez naturellement si on suit cette pente-là et si on se sent porté par ça. Voilà, c'est un art populaire par excellence. Alors moi, il se trouve que comme en plus je dirige une maison qui est située dans un territoire populaire, c'est la banlieue de Paris, c'est la Seine-Saint-Denis, et je pense que le théâtre qu'on fait est fait pour nouer cette relation à la fois, joyeuse, qui ne se veut pas éducative, etc., mais qui est le plaisir de raconter des histoires et le plaisir que les spectateurs peuvent avoir dans les histoires qu'on rencontre à se retrouver et à retrouver une pensée sur eux-mêmes ou sur le monde. Vrai pour les hommes de théâtre, vrai pour les journalistes aussi, cette importance de dire le récit et de dire l'histoire, parce qu'on est quand même dans une société de l'immédiateté, et ça c'est un vrai danger quand même pour des gens comme vous. De toute façon, nous, en tous les cas au théâtre, on fait un art très éphémère. C'est-à-dire que ça se vit quand ça se fait avec le public, et puis après, quand c'est fini, ça meurt, ou tout au moins il en reste des traces, mais qui ne sont pas les traces de ce qu'on a vraiment vécu pendant une représentation théâtrale. À Aubervilliers, vous avez commencé avec Brecht, avec une noce. Là, vous êtes avec une autre noce. Oui. Elle est roumaine, celle-là. Oui. Mais je vous propose, comme j'étais dans la séquence nostalgie, avec les années 70, je vous propose... On a retrouvé en 1972 ce que vous disiez à propos de la pièce Marchand de ville. Oh là là. Jacques Nichet, à l'époque, c'est l'une des premières pièces de la troupe du Théâtre de l'Aquarium que vous... C'est la seconde pièce. Que vous fondez à ce moment-là, avec Nichet et Jean-Louis Benoît. Regardez, et quelques autres. Et quelques autres. Mais ces trois-là sont restés, en tout cas, après l'autogestion. Oui. Et regardez ce que ça donnait dans votre côté punchy. C'est un reproche facile de dire vous caricaturez, donc vous simplifiez les problèmes et vous enlevez de la force à votre propos. Mais je pense que vouloir caricaturer ou vouloir grossir, vouloir simplifier, c'est réagir sainement devant toute une propagande justement de complication des problèmes. C'est que la rénovation, l'urbanisme sont des problèmes qui sont réservés au point de vue de l'information à une élite parce qu'on les complique toujours de manière à ce que ça paraisse très, très raffiné, très, très compliqué à saisir, à la portée très technique, etc. Or, nous, il nous a semblé essentiel de déceler les motivations qui sont des motivations finalement assez simples. Et le profit est une motivation simple et qui fait marcher tout un mécanisme très compliqué.
Bah oui, ça n'a pas changé. C'est pire. Je ne sais pas, mais bon, il s'agissait d'un spectacle, effectivement, où on parlait de la rénovation immobilière à Paris, où on a beaucoup été sur le terrain, rencontré les gens expulsés. Alors, il y a toujours des gens expulsés maintenant. Voilà. Dans les gravats. Oui, oui, absolument. Et dans les gravats, ouais. Voilà, où les gens qui vivaient, je me rappelle avoir rencontré une vieille dame qui vivait encore dans un immeuble dont on avait cassé l'escalier et elle était au dernier étage. Et elle n'avait pas voulu partir. Et donc, elle recevait des visites de promoteurs, ou plus exactement, des messagers des promoteurs. Elle nous disait, il y en a toujours un gentil et un méchant. Il y en a un qui veut me porter les courses, etc. Puis l'autre qui me dit, si vous ne partez pas, ça va très mal finir. Bon, voilà. On vivait ça et on avait envie de le raconter. Et on l'a raconté à la fois dans un des plus beaux théâtres à Paris, qui est le Palais de Chaillot, qui est le TNP, puisqu'on a créé le spectacle au TNP. Mais on a joué dans les quartiers aussi. On a joué dans les quartiers de Paris, au milieu des gens. Et vous faites venir des professeurs du Collège de France à Aubervilliers. Oui, alors ça, il faut rendre l'initiative aux deux personnes qui sont à l'origine de cette idée. Mais enfin, bon, je m'en sens tout à fait proche. C'est Jacques Ralite d'une part, et c'est Carlo Ossola qui salutations à Jacques Ralite, du Collège le de France. sénateur. Voilà, et donc ils ont décidé tous les deux, à très juste titre, que la banlieue a le droit à l'intelligence et à l'excellence. Et je vous assure que les conférences du Collège de France, au Théâtre de la Commune et ailleurs, dans Aubervilliers d'ailleurs, parce qu'il y en a dans des collèges, c'est des moments formidables. Et c'est plein. Parce que c'est plein. Et puis, les gens qui viennent parler sont des gens très, très érudits, formidablement cultivés, mais ce sont des raconteurs d'histoire. Des types qui vous parlent de la philosophie, enfin, des mathématiques quantiques, des choses incroyables, et ils vous racontent une histoire. Et les gens sont émerveillés. Donc, je pense que c'est le rôle de ces outils de la culture, de transmission, que de faire ce genre de miracle. Sur toutes ces années de vie professionnelle, comme auteur, comme metteur en scène, comme comédien, il y a une chose qui est intéressante, c'est la manière dont vous concevez le théâtre. Le théâtre qui est un lieu de résistance. En soi, c'est un lieu de résistance. Et vous dites, dans l'exigence que vous avez aujourd'hui, que le théâtre permet d'éviter le rétrécissement des ambitions artistiques. Enfin, il faut lutter contre le rétrécissement des ambitions artistiques. Et c'est bien cette résistance à double facette. On ne peut pas nier qu'il y a une tendance à une forme de marchandisation de la culture. Et je pense que le théâtre, peut-être pas dans tous les cas, et ce n'est pas toujours vrai de tous les théâtres, mais le théâtre est une forme, de par le rapport qu'il crée entre la poésie et le spectateur, et la faculté poétique du spectateur. Parce que les spectateurs sont des gens qui ont des facultés d'imagination, d'imaginaire, de poésie très grandes. Et donc, je pense que un certain théâtre est une manière de résister à une médiocrité des formes, à une médiocrité des messages, etc., par une poésie très artisanale et qui nous vient de très loin. Moi, je vois le spectacle qu'on a réalisé, que La Noce commence, est un spectacle très artisanal. C'est un spectacle qui ressemble à un spectacle de Tréteau qu'on aurait pu jouer au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle sur les places publiques. On y vient tout de suite. Ce que je remarque, c'est qu'il y a toujours un challenge dans votre manière de faire. C'est-à-dire que quand vous essayez, encore celui-là, que La Noce commence, au départ, c'est un film. Oui. Et c'est un film que vous allez adapté au théâtre. Mais dans toutes vos manières de faire du théâtre, il y a toujours, alors pas forcément quand vous adaptez Emmanuel Bove, mais vous allez chercher Nizan, vous allez chercher Bourdieu, Keane, c'est plus classique, mais je trouve que là, il y a quand même une envie de faire des usines à gaz formidable, quoi. Non, je vous assure, Philippe. C'est pas une volonté de challenge de ma part, parce que bien sûr, même quand je commence un projet, c'est une volonté de texte. Non, c'est des coups amoureux pour des histoires que j'ai rencontrées, soit à travers un livre. Oui, mais j'ai aussi parfois un rapport, enfin, il en parle de manière... Barthabas tous les deux, enfin bon, c'est pas loin, Barthabas, c'est juste à côté. Parler. Non, mais il m'est arrivé... Le chaman. Oui, on est voisins, voilà, et c'est vrai que la poésie théâtrale qu'il a créée avec les chevaux, Barthabas, c'est quand même extraordinaire, c'est formidable. Et puis moi, dans ma vie d'acteur, j'ai rencontré quelques chevaux, je préférerais être lad que cavalier, je monte très mal, moi, mais des fois, dans la vie d'acteur, on est obligé d'être sur un cheval, parce que c'est comme ça, et il se passe des trucs assez formidables avec eux, parfois, parce que ce sont des partenaires qu'il faut respecter, avec qui il faut être très affectueux et qui vous rendent grand service en étant patient. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance dans ma vie d'acteur de rencontrer souvent des chevaux patients. Mais vous ne pouvez pas tricher avec eux.
Ah non, non, jouer non. Oui, en tant mais qu'acteur. il y a quelque chose qui peut très vite se créer d'une forme de complicité, mais c'est vrai que je pense que le cheval est un animal d'une grande sensibilité, d'une grande écoute, très heureux en même temps, et donc il y a des choses qui peuvent se passer comme ça peut être assez passionnant. Alors pourquoi je vous disais ça, je ne sais plus. Si, parce que je vous disais... Oui, non, c'est pas le challenge. C'est voilà, un challenge sur... Ce spectacle-là, par exemple, que La Noce commence, j'ai découvert le film par hasard dans une salle parisienne. Il a eu une petite diffusion et en voyant le film... Au diable Staline, vive les mariés, film d'Horacio Malaele, qui est... oui, le titre roumain est beau, c'est Noces silencieuses, et je ne connaissais pas ce réalisateur. Il est venu à la première du spectacle, maintenant on se connaît, bon voilà, et j'ai tout de suite eu beaucoup d'admiration pour le film, pour l'histoire qu'il racontait, pour la manière dont il la racontait. Et je me suis dit en même temps que cet homme-là devait avoir quelque chose à voir avec le théâtre. Alors en me renseignant, j'ai appris que c'était un des plus grands acteurs roumains, voilà, metteur en scène. Et que c'était son premier film. Et que c'était son premier film, et il vient de tourner le second là, il y a quelques jours. Voilà, donc on s'embarque là-dedans, mais je vous assure, contrairement à ce que vous dites, que effectivement, usine à gaz, vous avez raison, là, c'est une vraie usine à gaz, en plus, on est très nombreux, mais c'est que je me fais peur en même temps. C'est-à-dire que quand je commence un truc comme ça, je dis souvent à mon équipe artistique très proche, assistants, etc., je dis, mais pourquoi on va se faire souffrir comme ça? Parce qu'on va en baver. Bon. Et on en bave, et en même temps, après, c'est le public qui nous renvoie qui nous gratifie, quoi. Et c'est ce qui se passe avec ce spectacle-là. Le public est extraordinaire, il l'accueille et le vit extraordinairement, et ça nous fait du bien. Alors, je vous lis Jean-Louis Benoît, qui est c'est le théâtre de l'Aquarium, c'était au départ. Jean-Louis, à qui vous avez demandé d'adapter. J'ai retrouvé Jean-Louis pour l'écriture. Ce film, et qui dit la chose suivante. On parle de l'histoire de Que la noce commence. Cette histoire part d'un paradoxe. Faire une noce silencieuse. Les paroles et les gestes ne doivent pas être perçus par les militaires soviétiques. Cela interroge le rire et le grotesque. C'est Rabelais écrasé par Staline. Oui. Dans le village de Que la noce commence, on ne sait que rire, baiser et se taper dessus. Comme la mort de Staline interdit tout cela, on ne rit plus, on ne baisse plus, on ne fait plus la noce. Le silence tue les villageois. C'est une fable très belle où s'affrontent l'essence, la sensibilité d'un côté et le discours glacial, organisé, coupé du réel de l'autre. Le désordre contre l'ordre. Ça fait encore des gros mots, ça, tiens. Et on regarde un extrait de Que la noce commence. « 16 comédiens, 2 musiciens très présents sur scène pour une farce tragique, oui. Mais qui glorifie l'intelligence ou la finesse du peuple face à l'oppression stalinienne. Pour le coup, dans ce village, Staline est mort, donc il est hors de question qu'on fasse une noce, sauf à imaginer qu'on fasse semblant de faire une noce, ou en tout cas comment est-ce qu'on transpose, comment est-ce qu'on réussit à faire du silence au théâtre, puisqu'il s'agit d'être... Bon, voilà, c'est un spectacle où il y a 25 minutes de silence. Absolument. Voilà. Et c'est un pari qui pouvait sembler dangereux. J'avais assez confiance, moi, mais une partie de mes comédiens étaient inquiets de ça.
Et je me suis rendu compte que le public rentre dans cette complicité. Parce que c'est une ruse enfantine. Voilà, on vous dit de vous taire, on vous dit que vous n'avez pas le droit d'être, et on invente une manière de faire quand même la chose, comme des enfants. Bon, voilà. Ce qui se passe au théâtre, qui je crois est assez beau et qui fait que ce spectacle est, je pense, un hommage au théâtre, c'est que la noce silencieuse devient une noce virtuelle. C'est-à-dire que tout fait du bruit. La moindre chose fait du bruit. Donc on est obligé de tout supprimer. Donc on invente une noce imaginaire. Et je crois que c'est ce que font les comédiens. Vous savez qu'il y a une légende, enfin qui est à moitié une légende d'ailleurs, qui dit qu'au XVIIe siècle, lorsque il y a eu les grandes troupes en France, à Paris notamment, qui avaient ce qu'on appelle des privilèges, on a imposé aux troupes des très tôt de foire de pouvoir, on leur a dit, vous pouvez être sur le plateau, mais vous n'avez pas le droit de parler. Donc et on dit que c'est de ça qu'est né en partie le mime, et le gromelot notamment, puisque alors le gromelot c'était une autre censure, c'était vous pouvez dire des choses mais on ne doit pas comprendre. Voilà. Donc, les comédiens ont inventé ce truc comme ça, où on comprend très bien tout ce mais où on ne peut pas identifier les syllabes. Voilà. Donc ces villageois roumains et les comédiens du peuple, je crois, ont un point commun, une solidarité, et c'est ça qu'on propose au public dans ce spectacle. Vous connaissez la phrase de Christian Bobin ? Non. Sur le théâtre, c'est simple, 2 points, on s'assoit dans l'obscurité et on écoute la lumière. Ah bah oui, c'est joli, oui, bien sûr. Et puis cette lumière, elle est non seulement celle des images qu'on fabrique, mais celle des poètes, qui ont écrit et dont on transmet les paroles. Voilà. Que la noce commence, allez-y. Est-ce que vous savez qui a dit en politique on succède à des imbéciles et on est remplacé par des incapables ? Non, je ne sais pas, j'ai entendu ça, mais je ne sais plus qui l'a dit, non, je ne sais pas. Vous l'avez incarné récemment? Alors, oui, Clémenceau, c'est Clémenceau qui a dit ça. Oui, il a dit bien des choses comme ça. Il a dit d'un parlementaire, une fois qu'il croisait à l'Assemblée nationale et qui était un peu voûté, il a dit « il est voûté, mais il ne faut pas penser pour autant que ce soit un abri sûr ». Dites-moi une dernière question. Je lisais Arditi l'autre jour qui disait de vous, mais ce type est un comédien formidable, ça aurait pu être une grande star de cinéma, mais d'abord il est mieux comme il est, mais pour le coup il n'y est pas allé. Bah, j'y suis allé quand j'ai pu... Je veux dire, j'ai mené un métier où j'ai pas voulu lâcher, j'ai pas voulu lâcher le théâtre, j'ai pas voulu lâcher la compagnie dans laquelle j'étais, le théâtre que je dirigeais, j'ai pas voulu lâcher la commune. Donc effectivement, ça m'a privé d'une forme de disponibilité pour parfois m'engager plus complètement dans le cinéma. Mais en même temps, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de réalisateurs, j'ai fait pas mal de films, aussi bien pour la télévision que pour le cinéma. Et finalement, c'est pas un non-choix, c'était une volonté de tenir plusieurs fils. Ça fait les vies pleines quand même. Ah oui, ça c'est sûr. Oui, ça ne fait pas forcément les vies spectaculaires, mais ça fait les vies pleines. Oui, ça fait des vies très pleines, dont je suis assez heureux d'ailleurs. Et en plus, vous avez, dans ce que vous avez fait, j'ai bien aimé aussi ce moment de théâtre aussi, qui est l'adaptation du dialogue entre Duras et Mitterrand, qui était publié chez Autrement. Et puis il y a eu Nizan aussi. Nizan, oui. C'est un vieux rêve, ça, de faire entendre Aden Arabi, qui est quand même un texte absolument magnifique d'un jeune homme en colère, et de faire entendre la préface que Sartre a écrit bien longtemps après. Et j'avais 2 comédiens en scène qui disaient ça, et c'était un très beau spectacle. Nizan qui a cette formule que je trouve impitoyable aujourd'hui pour la France. Et dans Aden Arabi, justement, Nizan dit « La France, ce pays de procès pour les murs mitoyens ». Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que vous avez entendu de l'homme de théâtre qui est à côté de vous, Méric ? Je le découvre. On ne vous voit pas assez au cinéma, oui, effectivement, mais j'y vais plus. Je n'ai pas lancé une polémique. Mais moi, ce qui m'enchante, c'est qu'effectivement, il travaille pour la commune d'Aubervilliers. Ouais. Il dit des gros mots qui chantent à mes oreilles. Puisque Aubervilliers, c'est bientôt fini pour vous, donc on va vous revoir. Oui, mais écoutez, je ne sais pas ce dont l'avenir sera fait après, mais en tous les cas, Aubervilliers, c'est un voyage formidable que j'ai fait, et Aubervilliers m'a appris à aimer la banlieue, que je ne connaissais pas très bien, je dois dire, vraiment. J'ai été souvent heureux et fier d'être un artiste parmi les gens de la banlieue. Voilà.
Vous le valez bien, oui. comme dirait l'autre. On continue cette conversation avec les Keïta, père et fille. Et s'il y avait un titre de film à inventer, je me disais, quel est le titre de film que j'invente pour parler de Salif Keïta. La dernière fois qu'on s'est rencontrés sur ce plateau, c'était en 1999. Ça remonte à quelques années. Et je me disais qu'aujourd'hui, j'appellerais ce film l'électro, Satan et le cultivateur. Pourquoi l'électro, Satan et le cultivateur? Parce que votre dernier disque, qui a pour titre Thalé, c'est de l'électro. Vous êtes allé chercher Philippe Cohen-Solal, qui est quand même un des papes en la matière. Satan, parce que la musique au Mali ou en terre d'islam, parfois on dit que la musique c'est dialoguer avec le diable, donc il vaut mieux, avant de mourir, arrêter la musique et donc redevenir cultivateur, comme votre père a pu l'être. Oui. Bon, voilà, le film est fini. C'est formidable. Mais, avec un premier truc sur l'électro et ce dernier film, que veut dire Thalé? Thalé, ça veut dire, c'est une appellation de l'appartenance personnelle. Et j'ai senti que maintenant, il y a tellement de guerre pour l'intérêt personnel que partout dans le monde. Et ça m'a marqué, j'ai dit, Thalé, ça veut dire, c'est pour moi. C'est pour moi, ça veut dire, ça marque l'actualité partout dans le monde où il y a... Thalé, ça veut dire je veux tout, c'est tout pour moi, c'est ça? C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme, voilà, c'est ça. Tout de suite, et tout pour moi. Ouais, c'est ça. Bon, ça fait écho à ce que... Bon, oui, je note ça parce que on va bientôt faire une rencontre au Théâtre de la Commune sur la banlieue, sur la culture, la création en banlieue. Et j'en avais parlé avec Khalid et il avait fait des réunions il y a très longtemps. Il dit alors la banlieue, c'est quoi? Qu'est-ce que on veut tout. On veut tout. Donc peut-être je mettrai Thalé. Je mettrai Thalé. Alors, Thalé, je reviens sur... Donc j'ai entendu ce que dit Thalé. Pourquoi l'électro? Avec cette volonté que ça danse. C'est ce que vous dites, hein, il faut que ça danse. Oui, parce que comme j'avais fait tellement de disques classiques dans le domaine de la musique africaine, mais j'ai voulu cette fois-ci travailler avec quelqu'un qui peut quand même faire danser les gens. Faire pas trop triste comme avant, mais quelque chose qui fait danser les gens. Et voilà, faire groover la musique. Et vous avez un mot pour ça? Alors quand on vous dit, enfin bon, le reproche récurrent, ouais, vous faites de la word, vous faites un peu tout, etc. Vous vous dites, peu importe, la musique n'a pas de nationalité. Et vous avez un mot qui est incroyable, c'est le mot dégation. C'est-à-dire, il faut faire des dégâts dans la tradition. Oui, justement, il faut faire de la dégation. Oui. Ouais, gâter quelque part et arranger quelque part. Alors, la preuve par l'image. Ouais. Quand je vais en studio, c'est pour essayer de faire une musique que je n'ai pas encore entendue. Ce que je cherche aussi, c'est vraiment garder les racines. Et le route, c'est le digital, c'est-à-dire garder les racines et amener quelque chose de contemporain à ça, la rencontre entre les racines et le contemporain. C'est toi qui es mon cœur, c'est toi qui es mon amour. Stop. C'est ça, Philippe, ça t'intéresse pas? J'essaie de voir l'arrivée après des chœurs. Ça, c'est pas mal. Alors, voilà, c'est un extrait de ce dernier album. C'est Philippe Cohen-Solal qu'on entendait au début de ce petit extrait. Comment est-ce que vous avez travaillé avec lui? Comment est-ce que la rencontre s'est passée? Alors que d'un seul coup, d'un côté l'électro-tango, de l'autre côté la musique que vous faites, c'était pas évident de cette... Bon, Philippe Cohen-Solal était quelqu'un qui... c'est Gotham Project. Gotham Project. C'est un magicien qui sait faire ces choses-là. De l'ancien, et il arrive sur quelque chose de très moderne que les gens apprécient.
Et moi, je ne connaissais pas trop ce qu'ils faisaient, mais quand la maison de disques, moi j'ai dit à la maison de disques qu'il me faut cette fois-ci faire quelque chose. Et je ne veux pas que les gens qui achètent mon disque se voient encore devant la même chose que j'ai fait. Je veux changer quelque chose, je veux faire danser les gens. Donc ils m'ont parlé de Philippe Conselal avec Gotham Project. Et ça s'est fait comme ça? Oui, ça s'est fait comme ça. Vous êtes fier de votre père? Ah, complètement. Je pense que ça se sait et ça se sent. Moi, je suis fière de ce qu'il est et de ce qu'il nous apporte aujourd'hui, complètement. Surtout quand on connaît l'histoire au départ. Oui, c'est vrai que l'histoire au départ, si on la rappelle, vous êtes albinos, l'un et l'autre, ce qui fait que quand en Afrique on est albinos, ça, je sais pas, en 99, je regardais la rencontre que nous avions eue à l'époque et vous me disiez qu'en Côte d'Ivoire à l'époque, c'est-à-dire donc il y a 12 ou 13 ans, on tuait encore les enfants albinos, notamment en Côte d'Ivoire, parce que c'est une forme de malédiction. C'est d'abord que c'était pas la Côte d'Ivoire, c'était... je ne sais plus quel pays d'Afrique. Le plus souvent, c'était au Maghreb qu'on les tue. Quand ils naissent, on les étrangle. Et si vous vérifiez, c'est qu'au Maghreb, il y a peu d'albinos. Il y a peu d'albinos au Maghreb, parce que quand ils naissent, on les étrangle. On les élimine tout de suite. On les tue. Et vous avez fondé une association, SOS Albinos, justement pour que ce genre de massacre cesse, hein, parce que c'est un massacre social. Vous avez une belle formule comme albinos, j'allais dire, mais vous avez cette magnifique formule. Vous dites « Je suis une belle tromperie pour les racistes ». Expliquez pour moi. Mais, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Vous pourriez m'expliquer? Vous dites ça comme ça Ça veut juste dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Voilà. Alors, pas les apparences, il n'empêche. Jeux paralympiques de Londres, septembre 2012, Nantenin sur le 100 mètres. Regardez. Elle est pas mal partie, Nantenin, Omara Durand qui est déjà maintenant pleine piste en train de faire la différence avec Ice en deuxième position. Nantenin Keita qui revient, qui va peut-être prendre la médaille de bronze. Elle va le faire, elle n'était pas loin même de la médaille d'argent. Je sais pas quoi dire, je suis... Oh putain. Je voulais pas repartir sans médaille. Franchement, je voulais pas, Christophe. Je vais vraiment pas partir sans médaille. C'est qu'une médaille de bronze, mais putain, mais je suis tellement contente de l'avoir parce que... Ça renvoie à des belles choses, ça, non? Oui. Tellement. Oui. Non, ça renvoie à de beaux souvenirs parce que je sais les efforts qu'il a fallu faire pour aller obtenir cette médaille de bronze. Donc... Alors, la question, elle vous a toujours été posée, et c'est ce que vous évoquez régulièrement, c'est cette idée du handicap, de la catégorie dans laquelle on court. Est-ce qu'on est chez les Paralympiques? Et vous dites à un moment aussi, je refuse ça, puisque moi, je fais de la compétition pour faire de la compétition, handicap ou pas, peu importe, je cours avec des gens qui ne sont pas différents de moi. Hein, mais en même temps, vous dites que vous avez raté les Jeux d'Athènes en 2004 à cause de 0,03 dixième en trop. Complètement. À un œil. Donc, est-ce qu'en permanence, vous n'êtes pas dans le paradoxe? Le paradoxe, vous le jouez avec la tromperie pour les racistes, et avec ça aussi, c'est-à-dire, je ne veux être que dans la compétition, puis en même temps, je suis piégé quand la compétition m'interdit de jouer dans une catégorie pour personnes en situation de handicap. Non, en fait, c'est pas ce paradoxe-là. Moi, ce qui m'avait plus embêté pour Athènes, c'était la manière de tester en fait le handicap ou pas. On sait très bien qu'une personne albinos ne voit pas du tout de la même manière s'il y a du soleil ou si elle est dans un endroit un peu moins éclairé. Donc c'était plus ce côté-là que je trouvais injuste à ce moment-là.
Puis en plus, vous étiez rattrapé à Pékin entre deux, puisque vous aviez eu deux médailles à Pékin. Sophie Joubert disait tout à l'heure, vous allez essayer le 400 mètres haies. Mais Oui. si j'ai bien compris, le 400 mètres haies pour vous, c'est quand même, c'est bien sûr une compétition, mais j'imagine qu'elle est un peu plus difficile que pour moi. Enfin, sauf que j'en suis pas sûr du tout, parce que je suis pas sûr d'être capable de passer une haie. Mais, et donc il y a un mode d'entraînement particulier, puisque pour le coup, vous ne fonctionnez pas sur la vue, mais vous fonctionnez sur le rythme des pas. Complètement. Pour sauter les... Ouais, donc le 400 mètres haies, c'est un 400 mètres avec 10 haies répartis tous les 35 mètres en fait. Et du coup, le gros travail qu'il va falloir faire avec mon entraîneur, c'est justement savoir exactement où sont chaque haie et exactement combien de foulées je vais faire entre chaque haie. Sachant que d'une course à l'autre, ça peut être très variable en fonction du vent. Donc c'est un challenge que j'ai envie de relever depuis plusieurs années. Donc voilà, ce sera le moment. Mais j'ai déjà travaillé de cette manière-là parce que quand je fais du saut en longueur, c'est pareil, je suis obligée de compter mes foulées avant l'arrivée à la planche. Parce qu'en plus, vous faites du saut en longueur. Oui, ça arrive souvent. Hein. Non, je voulais juste demander, mais expliquez-moi, ça veut dire que quand vous courez, vous ne voyez pas? Je vois très mal. Vous voyez très mal? Je ne vois que... C'est un truc incroyable. Ouais. En fait, je me repère beaucoup au bruit que font mes adversaires. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et vous courez sans coach, hein, Non, je cours sans guide, oui. Sans guide, pardon. Ouais. Parce que j'ai la chance de bien voir les couleurs, donc je peux voir les lignes blanches, en fait. Ouais, d'accord. D'accord. Et la hauteur des haies ne pose pas de problème, parce que je pense que plus on est près de la haie, et plus on va vite. Oui, mais ça va être un gros travail. Parce qu'il ne faut pas passer trop au-dessus de la haie, parce que sinon, évidemment, on perd beaucoup de temps. Ouais, mais si je la rase de trop, je risque de me la prendre aussi. Donc, on verra. Bon, parler de challenge, là, il y en a un vrai. Ouais. Je voudrais vous montrer des images extraites d'un film de Jackie Bastide, 4 aventurières en route vers Pékin. Et on vous montre avec 3 autres athlètes françaises en préparation pour les Jeux. Et il y a une scène, alors que le film est plutôt un film sur le sport, il y a une scène très, très belle, puisque les Keitas sont ensemble sur une scène. Regardez. Ah bon? J'ai vraiment envie de le préserver, je pense, un maximum et qu'il ne s'inquiète vraiment pas pour moi, parce qu'il a beaucoup d'autres soucis. Donc, si moi je peux lui éviter ça, c'est assez, quoi. Je dis pas que je suis une fille bien, mais bon, je fais pas trop de conneries, je me drogue pas. Enfin, j'ai étudié à l'école parce que je savais que c'était important pour lui. Enfin, j'essaie de lui causer le moins de soucis possible. Elle a vraiment beaucoup d'amour autour d'elle. Elle a eu la chance que je voulais qu'elle ait. Donc on n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas eu les mêmes problèmes. Tant mieux. Si je meurs demain, c'est pas le problème de maintenant qui m'aurait donné des soucis. C'est vrai qu'on voit bien sur cette vidéo que les disques précédents n'étaient pas très dansants. Hein, donc il fallait vraiment que... Nantenin, est-ce qu'un jour vous serez choriste chez votre père? Non, parce que j'ai ma petite sœur Nassira Keita qui se chargera de ça. Moi, je reste dans le sport, chacun son domaine. Dernière question. Est-ce que vous dites là, dans ce film que vous l'avez protégé? Donc vous avez subi le Mali et subi l'ostracisme du handicapé, enfin, qui visait le handicapé. Est-ce que ça vous a protégé d'être en France, vous, puisque votre père vous a envoyé en France assez jeune? En fait, je pense que ce qui m'a protégée, c'est d'avoir un père albinos. C'est peut-être... paradoxal, là. Voilà, mais c'est vraiment ça, parce que si j'avais des soucis, je pouvais aller lui en parler, et parce que je voyais très bien que lui s'en sortait très bien, mieux que certaines personnes qui n'avaient pas l'albinisme. Et je me disais, bah, si lui, il a réussi, moi aussi, je vais réussir. Donc il y a encore un exemple paternel dans nos sociétés. C'est formidable. Salif, est-ce que vous avez un objet avec vous? Est-ce que vous avez un objet Nantenin avec vous? Vous montrez l'un et l'autre? Quels sont les objets? J'ai amené pour dire à ma fille que depuis des années, peut-être à ma naissance, que sa famille avait
était autorisé à jouer cet instrument qui est l'ancêtre de la kora, qui est joué tout simplement par les nobles. Aucun griot ne joue cet instrument. C'est pourquoi j'ai amené ça pour lui dire que... Merci de l'honneur que vous nous faites. Oui, et cet instrument, c'est l'ancêtre de la kora. Et normalement, traditionnellement, c'est 7 cordes. Mais moi, j'en avais 8 parce que, pas caprice. On appelle simbi. Simbi qui est l'instrument qu'on fait pour flatter les hommes braves, les chasseurs, pendant la chasse, tout ça. C'est uniquement joué par les nobles. Donc, Merci Salif. Et vous, Nantenin, quel est votre objet? Alors moi, mon objet, c'est ma chaîne qui ne me quitte jamais. La chaîne en elle-même, c'est ma mère qui me l'a donnée il y a très très longtemps, il y a fort longtemps, comme on dit. Et le pendentif, c'est mon père qui me l'a donné. Je devais avoir 5 ou 6 ans. Et c'est bizarre parce que ça représente une chaussure, sachant que moi je fais de l'athlétisme. Je ne sais pas si tu savais que j'allais devenir athlète ou pas, mais voilà. C'est peut-être incitatif. Hein. Voilà. Je suis très content. Je suis très content. Oui, merci. Didier, comment est-ce que vous avez entendu ce couple père-fille? Ah bah c'est plutôt joli. C'est pas mal, hein? Oui, c'est beau à voir. Non, mais effectivement, je comprends très bien ce qu'elle dit quand elle... C'est vrai que un père fort, ça peut être un père justement qui a affronté des difficultés, et parce qu'il a affronté des difficultés, qu'il est qui peut être en faiblesse à cause de ces difficultés, il devient une force pour... Il devient exemplaire. Ouais, ça c'est assez juste et formidable, je trouve. Mot à mot, avec Homéric, je vous l'emprunte, et on revient tout de suite. Vous venez, Homéric? Je suis. Merci. Mot à mot, je vous glisse quelques mots, et vous me dites ce que ça évoque pour vous. Le premier mot, c'est Nyctitan. Nyctitan. Ah oui, vous l'avez écrit. Oui, ça c'est un mot d'entomologiste. Oui. C'est la troisième paupière des oiseaux, il me semble. Voilà. Qui protège l'œil. Et vous êtes un lecteur de Fabre, hein? Ah oui, c'est ma Bible. Sur le monde des insectes, oui. C'est le poète de Sérignan. Et d'ailleurs, quand je découvre un animal, si je veux en savoir plus, du moins un insecte, je vais directement chez Fabre, en premier. Crottin. Le crottin, c'est la poésie des moineaux. Poésie des moineaux. Voilà. Et vous dites du cheval dans votre dictionnaire amoureux que le cheval est un génie de la défécation. Oui, c'est l'ange-anal, c'est ce que disait Tournier. C'est beau. Et puis, étant apprenti, on nous apprenait à prendre le crottin avec la main pour ne pas gâcher la paille autour. Donc, par rapport à la défécation, on a un recul qui est tout à fait appréciable. La science de la défécation. Marbrerie. Marbrerie. Alors, la marbrerie, le chemin de la marbrerie, ça m'évoque le Moulin Rouge. Là où j'observais ces petits animaux, là où j'habitais, dans la datcha, qui se trouve entre Verbury et Saintines, le long de l'automne. C'est dans l'Oise, à Saintines, oui, c'est on connaît bien. C'est dans l'Oise. Et l'automne, très jolie rivière qui prend sa source à Pisseleu, là où l'eau pisse, tout près de Villers-Cotterêts, qui, 35 km plus loin, se jette dans l'Oise. C'est là où j'observais mes animaux. Folco. Ah, ça m'évoque deux choses. La première chose, c'est le rêve de tout enfant qui aime les chevaux, c'est-à-dire devenir l'ami de l'indomptable, du cheval. Folco, c'est le petit cavalier de crin blanc. Brillant garçon, beau comme un grain de beauté. Grand film. Grand film qui a fait pleurer tout le monde. Ah oui, et comment Et Folco, c'est aussi pour moi Michel Folco, qui est un immense auteur, qui a écrit « Dieu et nous seuls pouvons »,« Un loup est un loup ». Dernier mot, c'est petit. Petit, c'est plein de choses sont petites et en fin de compte, ce sont souvent les plus intéressantes, les choses qui sont modestes, qu'on ne voit pas, sur lesquelles il faut se pencher.
Tout est petit et tout ce qui est petit est grandiose. Vous voulez vous lever? Non, merci. Non, c'est parce que je voulais... Petit, c'est... Non, restez assis. Mais parce que je me disais, jockey, il faut être forcément très très petit. Alors, vous avez fait quoi, 1m70, 1m80 Jusqu'à 1m79, voilà, 1m79. Mais ce qu'il faut savoir, étant tout jeune, à 14 ans, on avait un régime un petit peu spécial qui nous coupait la croissance. C'est-à-dire qu'à partir... J'ai quitté les chevaux, je faisais 1m74-75, je pesais 54 kilos. Et à l'âge de 20 ans, j'ai gagné des centimètres encore. Et puis surtout dans la tête, c'est-à-dire que je rêvais tellement de monter en course que je pense que je me suis coupé, en fait. À ce point-là? Oui. Comme on coupe les chevaux? Oui, sauf que... Pas au point de devenir hongre, c'était volontaire, voilà, pas au point de devenir hongre. Alors, sortie de secours, c'est ce qu'on vous conseille cette semaine, littérature et cinéma avec notamment Anne Goscinny, c'est la demi-sœur d'Astérix. En fait, c'est la fille du père d'Astérix, c'est pour ça qu'on joue un peu avec les mots. Blanca-Nieves, un film espagnol, et le romancier américain Jeffrey Eugénidis, sortie de secours. Jeffrey Eugénidis a écrit 3 livres en 20 ans. L'auteur de Virgin Suicides présente en France le roman du mariage, un triangle amoureux qui alterne le point de vue de 3 personnages, Madeleine, une Madame Bovary moderne, Mitchell et Léonard. Peut-être un anti-roman du mariage. In a certain way it is. I knew that it was impossible to write a marriage plot, a proper traditional Victorian marriage plot at this point. So I really wasn't concerned with replicating the form, and I knew I would take various violate the form in many ways. It was really a book about reading and what reading does in your life more than it is a proper marriage plot. It was debatable whether or not Madeline had fallen in love with Leonard the first moment she'd seen him. She hadn't even known him then, and so what she'd felt was only sexual attraction, not love. I was more interested in the high modernists, James Joyce, Proust, or Flaubert, and maybe some postmodern writers like Thomas Pynchon or Robert Coover. Later on in my life, I began to read novels like I see here, like Portrait of a Lady by Henry James, and began to appreciate those novels, but not at the time of Madeline's age. Le roman se passe en 1982 à l'université de Brown où a étudié Eugénidis. Madeline's love troubles had begun at the time when the French theory she was reading deconstructed the very notion of love. When I was in college, everyone was reading them, talking about them, and they were heavily influencing the way we thought about literature. So as I began thinking about that time, it was inevitable that Roland Barthes and Derrida, writers like that, would come back to my mind. That's also when I got out of college. Some of the things that were going on in the world are the same as what's happening now. I graduated in the midst of a big recession. Madeline asked herself if the fact that she'd just spent the whole night worrying wasn't, in fact, a surefire sign that she was falling in love. A typical marriage plot would be told from the point of view of the woman only. And I didn't want to do that. I wanted to try something different. I find novels from multiple points of view more liberating often than one where you're just locked into one view. One of the great things about reading novels, it seems to me, is to be able to go into all the different heads. We're always in the prison of our own ego as a human being, and literature affords you the opportunity to get out of that. Pablo Berger dit de son film que c'est le conte des contes. C'est vrai que dans Blanca-Nieves, Blanche-Neige en espagnol, on croise aussi Cendrillon ou La Belle au bois dormant. Mais le film est d'abord un bel hommage au cinéma muet, avec un florilège raffiné de tout ce qui a fait son charme. Carmencita est la fille d'un célèbre torero, laissé pour mort après une dernière corrida. Elle est confiée à une méchante femme qui la jalouse et la maltraite jusqu'à vouloir la tuer. Mais la fillette trouvera le salut puis la gloire grâce à une troupe de toreros nains. Un joli casting avec en tête une superbe Maribel Verdú en marâtre sadique mais glamour.
Cette lettre n'est pas un roman, il n'y a pas de personnage. Pourtant, je suis en train de te créer et à mon insu, tu deviens mon personnage. Cette lettre n'est pas un roman, il n'y a pas d'intrigue, simplement un mort au début. Il s'agit de mon dernier livre qui s'appelle Le bruit des clés, qui n'est pas un roman, qui est une lettre. C'est le principe de cette collection merveilleuse, créée par une femme extraordinaire qui s'appelle Claire Debru. Et le principe est écrivez la lettre que vous n'avez jamais écrite pour vous affranchir d'une vieille blessure. La blessure pour Anne Goscinny, la mort de son père. Devenue écrivain, elle vit pourtant avec son œuvre. Éditrice, elle en assure avec d'autres la transmission. Elle lui rend hommage. Mais aujourd'hui, surtout, elle s'adresse à l'homme. Je suis la fille de René Goscinny qui a créé les personnages que vous connaissez, Astérix, Is No Good, le petit Nicolas qui a participé beaucoup à Lucky Luke. Mais j'avais envie de prendre un espace et du temps pour le retrouver lui, pour retrouver l'homme et pas René Goscinny, pour retrouver mon père. C'était une mort tellement brutale. Il est parti un matin, j'avais 9 ans, en pleine forme, en me disant à tout à l'heure mon petit chat. J'étais fille unique. J'étais son grand amour. Ma mère et moi, on était ses grands amours. Et il est revenu. Donc le choc a été tellement brutal que tout de suite, mon inconscient, mon cerveau, je sais pas quoi exactement, a trouvé le moyen de moins souffrir. Et c'est ça que j'ai voulu dire. Et ce livre, ce petit texte, est finalement le résultat de 35 ans qui pourrait se résumer comment on fait maintenant. Voilà, comment on fait. T'es parti, paraît que tu reviendras plus. Comment je fais, moi, pour aider maman, qui va pas bien, parce qu'elle avait un cancer et elle en est morte, pas très longtemps après. Comment je fais pour grandir, comment je fais pour devenir une femme désirable sans ton regard. Comment je fais pour me construire, comment je fais pour avoir envie de plaire à un homme alors qu'à toi je te plairai plus jamais. Et pendant tout le temps de l'écriture, je me suis dit, j'écris pas pour moi, j'écris pour lui, uniquement pour lui, et il recevra cette lettre. Pas mal. Cette adresse au père, hein, on en parlait il y a une seconde. Vous disiez quel écho ça fait dans ce sujet. Je vous propose maintenant un tout petit extrait d'un court-métrage qui a été récemment primé, qui a été plusieurs fois primé, mais récemment primé au Festival du court-métrage de Valloires. Ce court-métrage a pour titre « Bienvenue aux AA » de Mathias Gomis. Les AA, ce sont les acteurs anonymes qui, sur le modèle des alcooliques anonymes, essaient de décrocher de leur addiction au rôle dans les sitcoms. Regardez un petit extrait de ce court-métrage qui est drôle et qui est mordant. Ce groupe a pour but d'encourager l'expression ouverte des souffrances et des émotions, pour que nous puissions réduire ensemble l'isolement psychocinématographique dans lequel vous êtes. Avi, tu peux enlever tes lunettes, s'il te plaît? Avi Marciano. Sous le soleil, plus belle la vie. Sobre. Depuis 3 jours. David Sarfati. Attends, excuse-moi, mais moi j'ai un Roméo Sarfati inscrit là. En fait, c'est moi. Roméo, c'est un surnom. Moi, c'est David. D'accord. Une famille formidable. Sous le soleil. Sobre depuis 59 jours. C'est bien. Alexandre Thibault. Une famille formidable. Sobre depuis 59 jours. Patrick Puy-Debat, Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et Le mystère de l'amour. Ah ouais, quand même. Hein. Bon, voilà, ça s'appelle « Bienvenue aux AA » de Mathias Gomis, court-métrage tout à fait intéressant. Musique, pour se quitter, avec un deuxième extrait du nouvel album de Rosset, c'est Guns N' Roses. Deuxième extrait qui s'appelle « En apnée ». Vous êtes toujours accompagné par Digicards. Je porte le poids et la souffrance que le travail m'a légué.
Du coup j'ai du mal à entendre la même chose en allégé. J'ai plongé là où l'agression prend la place de l'affection. J'ai plongé là où la raison s'est déjà faite balayer. Les principes gisant dans le coffre attaché et lacéré, parce qu'ils ont refusé les offres que le vice a fait péter. Les principes sont si pauvres, aveugles et dépareillés, pendant que le vice roule en gauve avec le siège affaissé. Je suis un des seuls à résister, le vice flippe de m'agripper. À moi tout seul, je suis une équipe car je suis seul mais habité. Moi j'ai mes running et mon souffle, mon endurance est allée. S'il faut respirer l'air du gouffre, alors je fais de l'apnée. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Je suis en apnée, poisson à la dérive, dans le bocal des villes, j'agrandirai le décor que le destin dessine en apnée. Nage à contre-courant dans le torrent de mon estime pour te couler. Faut que j'aille nager à la piscine en apnée. Perds mon innocence dans les profondeurs éloquentes. La surface est trop lente, seul le groove m'oriente en apnée. T'as eu le succès avant de savoir rapper, augmente le son, je fais le chemin à l'envers, fais gaffe on va se croiser. T'entends ma voix parce que ma foi ça fait partie d'un rêve. État d'esprit tellement froid que Grizzly m'a mis un j'aime. Les MC se plaignent de l'état, dans la gloire ils sont imprègnes. Se croire hardcore parce qu'ils aboient, sans espoir font les chiennes. Tu veux être polémique, t'es juste bruyant. T'es pas puissant, t'as juste une grosse équipe. T'es pas méchant, juste colérique. La rue c'est cop, c'est cité. C'est dur de coexister. Que des robots qui décident et des poteaux qui décèdent. Alors seul le cœur et les tripes gèrent ma carrière. J'ai laissé l'oseille et la street à l'arrière. Ça vaut pas un salaire. La rime aiguisée, le succès m'achète pas. La rime aiguisée, cachée sous le palais si le showbiz m'incarcère. Sentimental comme tout rappeur hardcore. Matinal comme l'aurore. Mental de fer, j'bip à l'aéroport. Ma voix porte des rimes montantes, la tienne porte des faux. Je te présenterai l'excellence avec qui je danse des slow. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Je veux pas voir vos sales tronches, respirer votre oxygène, aseptiser mes rêves avec vos torchons trop d'hygiène. Ou allez, gros dilemme, du coup je m'enfonce sous votre système en apnée. Dans la crasse, les cris et les crises quotidiennes en apnée. Loin des fausses politesses, des fausses caresses effarées par la richesse, le vice, le crise, la thèse. J'évite les bassesses comme la peste, loin des histoires romanesques. La street credibility vous allaise, je vous la laisse. J'ai ma haine à effacer, ma peine à réparer, le futur à préparer. Le soleil s'en est allé, en rêvant de vrais palais. Les gens crèvent sur le pavé, les vrais savent mais les vrais se taisent. Ont la flemme d'aller parler en apnée. Monte à la surface pour décrire, tellement rien à dire. Là-haut toujours le même délire, on n'a rien raté mais le pire. Comment te le décrire, que les MC appellent punchline, ce que j'appelle écrire. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Oser une entité, même si je prends de l'altitude, j'ai attiré par amplitude un empire et une attitude. Apnée. 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 En apnée. Merci Rossé, votre dernier album. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. La peine de mort n'a toujours pas été abolie aux États-Unis. On a décapité 76 personnes en Arabie Saoudite l'an dernier. Par ailleurs, dans les prisons françaises, c'est toujours la surpopulation, puisqu'au 1er janvier 2013, il y avait 66 572 personnes incarcérées, alors que les places opérationnelles sont de 56 992. 9 580 personnes en trop dans les prisons françaises. Si on compte bien, tout cela devrait s'arranger. En tout cas, c'est ce que nous promet le nouveau gouvernement. Fin de cette émission. Merci Nantenin, merci Salif, merci Homéric. Didier Bezas a dû partir. Il avait un rendez-vous sur scène. À la semaine prochaine. Bonsoir, bonne nuit. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu.